publique, c'était l'époque du gouvernement dit 1+4. Et à l'époque, vous êtes membre du MLC, et sur votre parcours, vous avez également porté la casquette du gouverneur de la province orientale. Pour ceux pour qui la date du 14 juillet pourrait représenter quelque chose, c'est-à-dire en France par exemple, ils pourront dire encore une fois que le jour de gloire est arrivé, puisque c'est le 14 juillet et là-bas, ils commémorent la fête de l'indépendance de la France. Est-ce que pour l'opposition congolaise, après les concertations que vous veniez d'avoir, on peut également dire que le jour de gloire est arrivé? Oui, on peut le dire de cette manière-là, parce que ça faisait une belle lurette que l'opposition congolaise ne s'était jamais réunie, du moins à avoir ce format-là de plusieurs partis politiques, et essayer de regarder dans la même direction, essayer de dégager un consensus autour de certaines résolutions. Ce n'était pas facile, les travaux ont été durs, très durs, pendant plus de... Au fait, le conclave a été prévu pour 48 heures, mais nous sommes allés jusqu'à 5-6 jours. Ceci explique comment il y avait la sérénité et le sérieux dans le travail. Le jour de gloire est arrivé pour les uns, mais peut-être pas pour les autres, parce que quand d'aucuns font remarquer que ça vous a permis peut-être de dépoussiérer certains coins de l'opposition, d'autres font également remarquer que certaines fortes têtes de l'opposition n'ont pas pris part à ces assises. Bon, je sais que vous voulez parler de la formation politique, le MLC. Et je peux vous dire sincèrement que le MLC était avec nous de cœur, parce que tous ses alliés étaient avec nous. Vous savez, le MLC n'est pas une petite machine, c'est une très grosse machine. Et avant de l'actionner, il faut qu'à l'intérieur, ils se mettent tous d'accord pour pouvoir engager le parti. C'est ce qui a été fait. Si moi, Makila, par exemple, je n'avais pas suivi de près la préparation et l'élaboration des termes de référence de ce conclave, j'allais faire la même chose comme le MLC. Mais j'avais suivi de très près comment le conclave s'est préparé, l'organisation, et je m'étais dit, je m'engage. Et c'était tout à fait normal que les amis puissent observer. Mais ils étaient de cœur avec nous parce que dans nos résolutions, nous avons repris tout ce que nous avions décrié avec le MLC en date du 1er juillet, ce qui concerne l'ordonnance présidentielle. Et partant de cela, je termine, c'est pour vous dire que l'Union européenne ne s'est pas créée en une journée. Les gens, c'était d'abord la France, l'Allemagne et l'Italie et certaines nations. C'est depuis évidemment, ainsi de suite, mais l'essentiel économique du charbon et de l'acier. Vous admettez donc que l'on y revienne au cours de ce programme, c'est-à-dire qu'on parle de ce conclave, qu'on parle également de l'opposition aujourd'hui, ce qu'elle est, que l'on parle également de la question du porte-parole et de la représentativité même de l'opposition au sein de la CENI. Nous voudrons également parler avec vous dans ce programme de ces concertations. Vous parlez concertation, d'autres parlent de dialogue, on saura pourquoi, et on saura dire si ce n'est pas qu'une simple guerre de mots, si ce n'est pas qu'une simple querelle sémantique. On pourra également parler avec vous, Monsieur Makila, de tout ce qui se dit autour de la révision ou non de la Constitution. Voilà de quoi il sera question au cours de ce programme. Revenons à l'actualité, celle qui vous a concerné depuis le 5 juillet dernier. Autant de jours pour échanger, pour parler, pour aboutir à quoi, Monsieur Makila? Mais vous savez, le conclave de l'opposition, nous sommes basés de l'accord d'Addis Abeba. C'est-à-dire tout ce qui a été repris comme devoir aux Congolais de le faire. Là, nous parlons de plusieurs réformes, de la réforme institutionnelle, la réforme de l'armée, de la police, la bonne gouvernance, la réconciliation, la démocratisation du pays. Tous ces thèmes, nous avons passé en revue pour voir comment l'opposition pouvait parler d'un même langage. Nous avons étudié aussi la problématique de la révision constitutionnelle, parce qu'on en parle. Vous êtes censé savoir qu'il y a le professeur Bouchard, qui est le secrétaire général du PPRD, a sorti un livre. Nous avons parlé de l'ordonnance présidentielle, qui crée justement l'organisation des fameuses concertations dont nous réfutons. Au final, pour dire que vous vous engagez ou vous ne vous engagez pas. Finalement, nous avons parlé aussi de l'organisation même de l'opposition, allant jusqu'au porte-parole, parce que nous devons avoir cette structure-là. Il y a une loi qui est consacrée pour ça. Donc, nous disons
tout simplement que l'opposition, cette fois-ci, a pris une position face à toutes ces questions principales par rapport à la vie de la nation. Pour dire, au bout du compte, que vous engagez ou vous ne vous engagez pas? Là n'est pas la question. Nous allons nous engager sur quoi? Il y a une ordonnance du chef de l'État qui est déjà très claire à ce moment. Oui, mais nous allons voir si le chef de l'État a respecté scrupuleusement, comme il le dit lui-même dans son discours à Addis Abeba. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques passages de son discours. Oui. Vous pourrez peut-être y revenir, mais quand, par exemple, dans votre démarche, vous dites que vous avez harmonisé deux vues et que vous... nous avons dit, si vous voulez savoir, nous avons dit ceci. La résolution 2098 a parlé de dialogue politique. Et le chef de l'État devait se baser sur ce terme-là, qui est comme une base juridique pour pouvoir convoquer ce dialogue politique. Nulle part, si vous prenez la résolution 2098, vous prenez le rapport du secrétaire général des Nations Unies devant le Conseil des Nations Unies, ok? Il parle de dialogue politique. Mais nous nous étonnons parce que la concertation, c'est quoi? Au fait, la concertation, c'est quand vous avez des divergences, vous voulez avoir le même point de vue pour pouvoir avancer, vous vous concertez, c'est tout à fait normal. Mais le dialogue, nous avons des points de vue divergents. La divergence est à tel point qu'on ne peut même pas se mettre d'accord sur certaines choses. Il faut certainement un arbitrage. Hein? Vous savez? Et la société congolaise n'a pas que la majorité présidentielle ou la mouvance présidentielle. La société congolaise est composée de la mouvance présidentielle, l'opposition, la société civile et la diaspora. Mais est-ce que le fait de dire concertation, dialogue, ça dépouille ces concertations ou ce dialogue de son contenu? Nous devons, exactement, nous devons rester dans le concept de l'accord cadre. Je sais très bien que les uns diront l'accord cadre n'a pas prévu le dialogue. Oui, je suis tout à fait d'accord, ils ont raison. Mais la résolution 2098 qui sort de cet accord cadre dit ceci, in extenso, nous devons aller à un dialogue politique. C'est clair. Il n'y a même pas à tergiverser. Nous avons des points de vue différents en ce qui concerne la gestion de ce pays. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. On ne va pas discuter dans une concertation comme si on se mettait d'accord sur tout point de vue, comme s'il n'y avait que de petites divergences et qu'à la fin on va se mettre... Non, nous n'appartenons pas à une même plateforme. Mais vous qui parlez de divergence, par exemple, en quoi n'êtes-vous pas d'accord avec la manière dont le pays est géré? Ben, nous partons simplement des faits. Lesquels, par exemple? Prenez le problème de la gouvernance, si vous voulez qu'on commence par là. Même pas par là. Parlons d'abord du respect des textes. Si vous prenez l'article 140 de la Constitution, qui donne l'autorisation au chef de l'État de pouvoir signer l'ordonnance après avoir déposé la loi sur sa table 15 jours. Si ceci n'est pas fait, la loi est déclarée tacitement faisable. Mais la loi sur la Cour constitutionnelle, depuis la législature passée, le chef de l'État ne l'a pas encore signé jusqu'à aujourd'hui. La Cour suprême fait office de la Cour constitutionnelle jusqu'à présent. Mais quand un État commence à marcher sur ses propres lois, et surtout la loi mère qui est la Constitution, mais ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas gérer l'État de cette manière-là. Il faut commencer d'abord par respecter les textes qui nous régissent. Parlons de la bonne gouvernance. Mais vous avez des instruments qui doivent contrôler. Quand il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce que bon lui semble. Aujourd'hui, vous partez à l'inspection des finances. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais les agents sont dehors. Ils ne font pratiquement rien. La Cour des comptes qui dépend de l'Assemblée nationale, depuis que nous sommes là, ça fait 1 année et demie, qu'on me dise quel est le travail fourni par la Cour des comptes. Mais qui peut lui donner le travail si ce n'est que l'Assemblée nationale?
Voilà un peu tout ça. Nous mettons dans le panier. Donc vous aurez peut-être dit que vous auront entendu parler, par exemple, de ce contentieux électoral de l'après 2011, mais il n'en est peut-être plus le cas parce que là, vous admettez au moins que le président de la République convoque ces assises et que vous allez dans le même sens. Reste juste à harmoniser certains points de vue, certaines façons de considérer ces concertations ou ce dialogue. Nous sommes une opposition républicaine. Nous sommes respectueux des textes. Nous avons dit au cours de notre conclave, le président Kabila reste en place jusqu'en 2016. Je crois le mois de décembre 2016, il va quitter le pouvoir. Et pour cela, il doit organiser les élections avec son gouvernement. C'est pourquoi nous parlons, nous avons lancé un slogan « Touche pas à ma Constitution ». Il nous semble que nos amis veulent toucher à la Constitution. Je vais vous dire une chose, à la révision constitutionnelle. Bien sûr que c'est prévu par la Constitution, mais il y a des articles verrouillés, tels que l'article 220 de la Constitution, qui a été même touché à la dernière législature, en s'attaquant déjà au gouverneur des provinces, en donnant des attributions au chef de l'État, comme quoi il pouvait les révoquer. Ceci n'a pas été prévu par la Constitution. Il ne faut pas oublier que cette Constitution, la nôtre, c'est le fruit d'un référendum. Monsieur le journaliste, vous savez que la Constitution américaine a été mise sur pied depuis 1876. 1776. 1776, c'était l'indépendance. 1876, c'est la Constitution. Et les 10 premiers amendements, on l'a nommé the Bill of Rights. Mais depuis 1876 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que 27 amendements. S'il vous plaît. 27 amendements de 1876 jusqu'à aujourd'hui. Mais cette constitution, c'est celle-ci, a été opérationnelle depuis le mois de février 2006. Et on ne parle pas d'autre chose que des révisions constitutionnelles. Est-ce qu'on peut gérer un pays de cette manière-là? Dites-nous un peu, d'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer que vous vous opposiez entre acteurs politiques à partir du moment où il y a eu des moments où vous avez été ensemble, il y a eu des moments où certains sont venus d'autres bords et vous êtes retrouvés ensemble. Qu'est-ce qui oppose tant les acteurs politiques congolais? Mais c'est la manière de gérer le pays, c'est la manière de voir les choses. Vous savez, quand on embrasse la carrière politique, c'est pour servir les autres, c'est pas pour se servir. Le pays va mal, le pays va très mal. Nous devons nous remettre en cause. C'est la grande question. Oui, mais que faites-nous? Qu'est-ce que nous faisons, nous, les hommes politiques? Ouais, quand vous dites que le pays va mal, c'est peut-être vu sous un certain angle. Sous d'autres angles, on dira que le cadre macroéconomique se stabilise, il y a un peu plus d'espoir pour aller de l'avant. Le cadre macroéconomique se stabilise, mais ça se traduit en quoi? Oui, mais on va pas... Je voudrais qu'on me dise combien d'emplois ce gouvernement a déjà créé. Je voudrais bien qu'on me le dise. Il y aurait des chiffres, mais ça... Non, mais les guerres récurrentes à l'Est... Vous pensez que le pays peut aller mieux par rapport à cela? Quand le Congo se trouve sur une zone rouge où les touristes ne peuvent pas venir parce qu'il y a constamment la guerre, vous pensez que ça peut nous aider pour les investissements? Un pays qui n'a pas d'investisseurs, il fait quoi pour son développement? C'est là la grande question. Et puis, bon, je veux bien que vous releviez tout cela. Et par rapport à ces différentes récriminations, vous vous dites... Comment faut-il faire les choses pour aller de l'avant? Ça, c'est une question que je vous pose. Oui, mais justement, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés en conclave, pour pouvoir étudier toutes ces questions fondamentales. Voir comment nous pouvons faire avancer notre pays par rapport à ceux-là qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir exécutif, je veux parler. Vous avez un cahier de charge, il est clair. Et quel est son contenu? Le cahier des charges est tellement vaste, je ne saurais pas tout dire ici. Et le cahier des charges dit ceci, en un mot, la réforme de l'armée.
de la police, des services de sécurité. Ça c'est clair. Nous devons impérativement arriver à bannir tous les groupes armés à l'Est. Parce que nous devons aussi garantir la sécurité de nos voisins. Pour que nous soyons bien à l'intérieur. Nous devons aller vite à la réconciliation nationale. Un peuple qui ne se réconcilie pas, c'est un peuple qui est appelé à échouer sur tous les plans. Permettez que je vous pose la question autrement. Oui. Est-ce que ces concertations, ces dialogues dont on parle, c'est pour arriver à partager le pouvoir? C'est une question simple. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Si les gens doivent penser de cette sorte-là, la cohésion nationale que nous recherchons ne passe pas nécessairement par le partage du pouvoir. Parce que nous avons une constitution, et nous disons que nous devons respecter la constitution. La constitution nous dit quoi? Ne doit gouverner en République démocratique du Congo que ceux-là qui ont la majorité parlementaire. Ça c'est clair. Alors pourquoi de aujourd'hui, dans le conclave, on n'a même pas parlé de partage de pouvoir. Pas du tout. Ce n'est pas une exigence pour aboutir à une cohésion nationale. Donc s'il faut partager le pouvoir, nous sommes 500 partis politiques, donc il faut qu'il y ait 500 ministres. Je dis non, ça n'a pas de sens. Donc nous devons traiter des questions de fond. Et entre autres, les questions de l'armée, avoir une armée républicaine, apolitique, moderne, parce que celui qui veut la paix prépare la guerre, comme on dit. Et quand vous entendez par exemple le professeur Baniakou dire que ces concertations doivent avoir pour objectif le traitement de questions sociales, de questions liées à la société, des questions liées à l'amélioration du mieux-être de la population, qu'est-ce que vous vous dites? Et il n'a pas tort, mais le dialogue ne peut pas se focaliser que sur des questions sociales. Parce qu'il y a des fondamentaux. Je vous donne un exemple. Nous parlons simplement des questions sociales. Mais pendant que nos frères à Bunagana sont encore sous la colonisation des Rwandais, de quelles questions sociales nous allons parler? Vous voyez, nous parlons des questions sociales pendant qu'il y a des viols de femmes, il y a des affres de guerre à l'Est. De quelles questions sociales nous allons parler? Nous pensons que nous devons d'abord poser les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les instruments de l'État, les instruments qui font qu'un pays soit un État. C'est cela. Est-ce que vous ne pouvez pas y arriver au sein des institutions qui sont là? C'est-à-dire il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a les comités tribunaux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver toutes ces solutions à l'interne? Mais vous savez, nous sortons des élections. Chaotiques soient-elles, mais ce sont des élections. Les institutions sont en place. Mais pourquoi nous cherchons la cohésion nationale? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce concept de cohésion nationale ne vient pas de moi. Ce concept vient du chef de l'État. C'est qu'il a jugé bon, il a vu que toutes les institutions sont en place. Mais il y a quelque chose qui manque. La cohésion nationale. Pourquoi? Alors, l'autre question, peut-être par rapport à cette cohésion nationale, comment pensez-vous que vous l'arrivez, que ce n'est pas leur affaire, ils ne sont pas concernés par ça. Comment pensez-vous alors qu'on pourra arriver à une cohésion nationale? Non, mais est-ce que quelque part vous voulez comme dire, bon, d'une manière ou d'une autre, on va avancer? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Si le chef de l'État, par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que c'est un engagement, ce sont des engagements que lui a pris au nom de la République. Et s'il avait respecté ces engagements, en commençant d'abord par convoquer un dialogue, sous les auspices de la communauté internationale, parce que n'oublions pas qu'il y a eu 4 grandes organisations qui ont aussi signé et qui sont dans le comité de suivi. Parce qu'il y a eu un comité de suivi qui a été prévu. D'abord pour suivre l'évolution et faire l'évaluation des engagements pris par les chefs d'État à Addis Abeba. Donc, si le chef de l'État avait respecté cela en prenant l'ordonnance, je ne pense pas que l'UDPS refuserait de venir poser son problème autour de la table.
Un peu comme si vous disiez que la porte est encore ouverte. Je ne dis pas ça parce que ce n'est pas moi qui convoque. Mais est-ce que l'UDPS a un problème réel à poser? Je dis oui. Je dis oui, parce que l'UDPS se sent que, sincèrement, on lui a volé la victoire. A-t-il raison? A-t-il tort? Mais c'est lui indiqué pour qu'on puisse en discuter. Vous qui dites que, bon, ils ont raison de poser le problème de cette manière-là, que dites-vous de ceux qui estiment que c'est quand même une question qui relève du passé et que maintenant il faut voir les choses autrement pour attendre et commencer à se préparer aux élections Vous savez, on pouvait bien trouver la solution au niveau du dialogue. Et un dialogue sincère et franc. Parce que, déjà quand vous voyez avec la composition de la nouvelle CENI, nous risquons de retomber dans ce que nous avons connu en 2008. Malgré l'expertise qu'on attribue à M. l'abbé je vous le dis très sincèrement, cela inquiète tout le monde. Ça inquiète tous les hommes politiques avertis. Parce que si nous voulons dire la vérité, les élections de 2006, non, de 2013, de 2011, oui, 2011, le 28 novembre 2011, ont été organisées par l'abbé Malou Malou. Comment vous dites ça? Je vous le dis, il faut poser la question aux experts de la CENI qui venaient de quitter. Monsieur Ngoïmoulunda, le pasteur Ngoïmoulunda, n'a été servi que de pion. C'est l'abbé Apollinaire Malou Malou, ainsi que monsieur Kamel de la Monisco, qui ont mis toute la machine en place pour faire le tripatouillage. C'est connu de tous. Et ramener ce monsieur de nouveau d'une manière officielle cette fois-ci, et à venir nous faire la démonstration de ce qu'il a fait en coulisses, c'est quand même grave. Ça pourra donc être une question inversée dans le cadre de ces dialogues. Exactement. Et vous y allez avec, comme médiateur, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Alternant ou remplaçant. Là aussi, il y a un problème qui se pose. Lequel, par exemple? Il y a un problème qui se pose parce que voir de la manière dont le président de l'Assemblée nationale a dirigé les débats à la dernière session ici, et surtout le dernier jour où il a invalidé en cascade nos collègues députés de l'opposition, nous nous posons la question de savoir si réellement, dans une telle messe, lui doit faire partie comme président. Nous avions dénoncé aussi le temps de mandat dépassé par le Sénat. Parce que le Sénat, au fait, la légitimité, il n'en a plus. Le Sénat est là par la légalité. Mais la légitimité, non. Nous l'avons dénoncé. Donc, prendre un président de l'Assemblée nationale qui viole la Constitution et les règlements intérieurs, prendre le président du Sénat qui n'a plus la légitimité, mais n'a que la légalité par rapport à la Constitution, ça pose problème. Concertation, vous dites non. CENI, vous dites non. Médiateur, vous dites telle personne non. Alors, qui avoir pour assurer il ne faut pas nous caricaturer de cette manière-là. Non, non. Quand je dis non, je donne des explications. Je le dis, et tout le monde l'a suivi, parce que nos séances sont publiques. Vous avez suivi comment le président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minakou, marche sur la Constitution, viole nos propres règlements intérieurs. Oui, mais qui voulez-vous avoir Non, nous avons proposé, nous avons dit ceci, que ces deux présidents de deux chambres puissent présider ou co-présider un comité préparatoire du dialogue. Et que l'Assemblée générale, la plénière du dialogue, puisse élire le présidium. Donc les membres qui vont présider ce dialogue. C'est la démocratie. On ne peut pas nous imposer des gens qui, d'après nous, ne sont pas
politiquement honnête pour pouvoir diriger une telle grande messe. Vous n'êtes pas de ceux qui courent derrière le président Sassou ou de ceux qui disent qu'il faut... Je ne cours pas derrière le président Sassou, mais je me réfère à l'accord cadre. Parce que l'accord cadre prévoit le suivi, un mécanisme de suivi et d'évaluation. D'abord par la République démocratique du Congo, tous les pays limitrophes, ainsi que les organismes internationaux qui ont pris part, donc la communauté internationale. Là, je veux parler de l'ONU, de l'UA, la CIGR, la SADC. Et le président Sassou, comme par hasard, fait partie des signataires. Et c'est lui qui est le président de la CIGR. Oui, je voudrais quand même, M. Makila, qu'on essaye de reprendre les choses en partant d'un autre pied pour essayer de savoir qui parle au nom de l'opposition aujourd'hui. L'opposition n'a pas encore un porte-parole. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour pouvoir discuter de notre organisation. Vous êtes arrivé à une nouvelle... Nous sommes arrivés à mettre sur pied une structure de l'opposition, une coordination, qui va s'occuper de toutes les questions que pose l'opposition ou de ces réunions, en attendant le choix de porte-parole prévu au mois de septembre. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci on a un peu plus de chances d'y arriver, puisque vous-même vous devez en avoir une certaine expérience quand vous êtes encore au sein du MLC? La question n'arrive pas à aboutir, à déboucher sur quelque chose d'un peu plus probant. Parlons du présent. Parlons du présent. Depuis que nous sommes là, je suis président d'un des groupes parlementaires de l'opposition. Nous avons écrit plusieurs fois au président Aubin Minago que nous étions prêts. Nous avons déposé le règlement intérieur sur la table, le projet de règlement intérieur adopté d'une manière informelle par l'opposition sur la table du président du Sénat et de celui de l'Assemblée nationale. Nous attendions l'adoption formelle par leur convocation. Depuis la session dernière, rien n'est fait. Nous nous sommes retrouvés dernièrement où, finalement, avec la pression, le président Aubin Minago nous proposera un calendrier qui va débuter le mois de septembre pour prendre fin au fait au mois de novembre, on aura un porte-parole. C'est pourquoi nous ne sommes pas croisés les bras. Nous disons, nous organisons une structure à l'issue du conclave, qui est une coordination de l'opposition. Elle est ouverte à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas pris part au conclave, et qui liront certainement les résolutions du conclave, et qui seront d'accord, parce que la preuve, si ces résolutions ne trouvaient pas leur attendement, je pense que vous auriez eu des réactions. Mais je vous assure que nous sommes avec le MLC à 100%, et vous verrez bientôt que le MLC fera partie aussi de la coordination de cette opposition. Vous dites les députés UDPS, que l'UDPS ne reconnaît pas et qui représentent quand même le plus gros nombre au sein de l'Assemblée nationale comme députés. Ce sont des députés de l'opposition. Ce sont des députés de l'opposition, ils prennent part activement aux travaux parlementaires, ils ne sont pas au gouvernement, ils s'opposent à tout ce que le gouvernement propose comme un petit jeu afin de fouiller le peuple congolais. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des opposants, ce sont des opposants à part entière. Et c'est ceux qui vont nous rejoindre. Oui, mais par le fait que leur parti ne les reconnaît plus comme... Cela ne leur enlève pas le droit de faire le choix du porte-parole. Est-ce que ça les affaiblit devant vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des députés à part entière. Ça veut dire que quelque part, si vous poursuivez sur cette logique, vous leur reconnaissez à eux la qualité d'assumer la représentation de l'opposition. Bien entendu. Bien entendu. Ce sont des députés de l'opposition à part entière. Ok, très bien. Ça voudra peut-être dire que la question est soumise à débat et que vous en parlez au sein de l'opposition. Non, je peux vous rassurer que les députés de l'IDPS sont des députés de l'opposition à part entière. Ils ont le même droit que tout le monde de l'opposition. Monsieur Makila, je veux ouvrir comme une parenthèse, puisque
On ne peut pas parler avec vous sans voir un peu vous retrouver dans votre passé. Vous êtes ancien membre du MLC, même si aujourd'hui vous êtes entièrement à la tête d'un parti politique. Et on ne peut, donc à ce titre, ne pas parler avec vous du cas Jean-Pierre Bemba. Sur le journaliste, le cas Jean-Pierre Bemba, je pense que ça sera une jurisprudence au niveau mondial. Un homme qui lutte pour son pays, qui a une conviction, qui peut beaucoup apporter pour son pays, mais voilà, incarcéré injustement par la volonté d'un petit groupe, par la volonté de certaines personnalités à travers ce monde, qui empêcherait un nationaliste de pouvoir travailler pour son pays. Mais je vous assure que d'ici peu de temps, M. Jean-Pierre Bemba retrouvera sa liberté. Parce que certains témoins à charge sont revenus sur leur déclaration. Le procureur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est incapable d'établir les faits qui peuvent amener M. Jean-Pierre Bemba à une condamnation. Donc nous croyons fermement que d'ici là, il va retrouver sa liberté. S'il faudrait alors considérer qu'il y avait une autre raison derrière toute l'orchestration qui a été faite autour des massacres de Bangui, ça peut être quelle raison? Pourquoi n'aurait pas tout pourquoi M. Bemba aurait-il été gênant pour certaines personnalités? Ben, vous savez, cette histoire de Bangui s'est déroulée, si ma mémoire est bonne, 2002-2003. Depuis tous ces temps, Jean-Pierre Bemba était à Guadeloupe. Et il sortait, il partait un peu partout, en Belgique, en France. Il n'a pas été poursuivi. Mais ce Bemba n'a pas déclaré une guerre en République centrafricaine. Il n'est pas allé avec ces éléments conquérir la République centrafricaine. Il est venu juste au secours, sous l'appel d'un président légalement établi, qui a été élu. Et voilà que, vous savez, celui qui veut abattre son chien le traite de rage. Comme on dit, je vous assure que Jean-Pierre Bemba, tous les nationalistes à travers le monde ont subi des sorts pareils, mais pas peut-être de la même sorte, mais ont subi des sorts chez ceux-là qui veulent mettre la mainmise sur un pays parce que ce pays-là contient du miel et du lait. Bon, on pourra peut-être reprendre cette même question un autre jour ou dans un autre cadre et même pour un autre débat. Nous parlions de la question de la concertation, des concertations nationales ou du dialogue. Nous avons repris la question du conclave. On a effleuré la question de la CENI pendant que vous récusez cette CENI dans sa configuration actuelle. Et la CENI travaille. Et elle aurait même déjà obtenu des fonds pour organiser les prochaines joutes électorales. Ça veut dire que vous y engagerez après que le contentieux que vous estimez devoir considérer sera vidé, ou bien vous irez quand même vous engager dans les prochaines élections que le se prépare à organiser. Sincèrement, nous croyons que M. Kabila avec son équipe comprendront que nous ne sommes pas d'accord avec la terminologie concertation nationale, et que si jamais il mettait au devant de l'intérêt des peuples congolais et qu'il convoquait un dialogue politique, je pense qu'on traiterait d'abord de ces questions-là avant que l'équipe Abbé Maloumal fasse quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des délégués dans cette nouvelle équipe. Et nous pouvons aussi retirer nos délégués si M. l'abbé Maloumalou continue à persister à la tête de cette structure. L'opposition prendra une position d'ici peu, je suis sûr. Autre question, c'est une réaction par rapport encore au conclave que vous avez organisé. C'est cette réaction du président de l'Assemblée provinciale du Katanga, M. Kyungu, qui dit que eux, ils sont prêts, mais que vous, au niveau de votre opposition, vous fonctionnez un peu comme des sortes de détracteurs qui veulent empêcher que ça aille de l'avant.
Mais le président de l'Assemblée provinciale de Katanga n'a qu'à voir d'abord le problème qui se trouve chez lui, les Bakata Katanga. Oui, mais d'abord, mais lui, non, par rapport à ce, il peut nous traiter de détracteurs, mais le vrai détracteur, c'est lui. Il a des comptes à rendre à la nation. Il doit nous parler d'où viennent les Bakata Katanga. Vous savez d'où ils viennent? Ah, mais c'est à lui. Parce que la première institution provinciale, c'est l'Assemblée provinciale. Il doit nous donner des explications là-dessus. Avant de raconter n'importe quoi. Non. Moi, je crois sincèrement et en toute responsabilité que M. Kyungu n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit au jour d'aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est simple à dire. Tout le monde peut le dire. Je le dis en connaissance de cause. Oui, mais ça vous garderez dans une sorte de... C'est moi qui le dis, ce sont mes propos. Oui, et mes propos m'engagent. Oui, mais là, c'est comme si jusque-là, ça vous garde dans une sorte de secret entre vous et M. Kyungu. Mais non, nous voulons, et j'ai posé les problèmes. M. Kyungu étant le président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale qui est la première institution provinciale, qui nous dise d'où viennent les Bakata Katanga, c'est tout. C'est la question que je lui pose. C'est une question d'insécurité qui sévit dans une partie du pays. Il y en a d'autres, et la plus récurrente, comme on dit, c'est dans la partie est du pays, où il y a encore eu des affrontements pendant la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que tout cela est de nature à confronter les opinions, à encourager les gens pour aller vers ces concertations ou ce dialogue dont on parle? Moi, je ne veux pas réfléchir de cette manière-là, parce que je ne peux pas donner raison à ceux-là qui prennent les armes pour abattre d'abord leurs propres frères congolais afin d'accéder au pouvoir. Je ne pense pas que ce serait une bonne méthode. Le temps est révolu. Il faut discuter, il faut parler, il faut crier. Vous avez les instruments à votre disposition, vous avez la Constitution, vous avez les lois de la République. Organisez-vous à travers les partis politiques, les regroupements politiques, pour dénoncer ce qui ne va pas, au lieu de se servir de cent de compatriotes pour pouvoir accéder au pouvoir. Là, ce n'est pas une bonne méthode. Je dis tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le pays, il y a des problèmes. Et voilà le bel exemple qu'on a donné, nous, l'opposition. Nous sommes réunis en conclave pour étudier de toutes ces questions. On n'a pas pris des armes, mais nous sommes attendus par une frange de population. Le pouvoir, la mouvance présidentielle, nous osons croire qu'elle a pris en considération ce que nous avons fait là-bas pour pouvoir avancer la démocratie dans notre pays. Nous pensons que tout le monde devrait en ayant cet instrument ici qui s'appelle la Constitution, nous devrions éviter de prendre les armes et commencer à tuer nos propres compatriotes. Vraiment, ça n'avance pas le pays. Au contraire, ça nous régresse. Là où nous ne sommes pas d'accord avec le pouvoir en place, quand vous allez négocier avec des terroristes comme les M23, mais vous donnez l'opportunité à tous ces gens-là de tenir les armes parce qu'ils savent que vous viendrez vers eux pour la négociation. Quand vous savez pertinemment que l'Ouganda, le Rwanda sont pointés du doigt comme des pays agresseurs et que les M23 n'étaient que des marionnettes, mais vous voulez continuer la négociation avec eux, vous mettez l'argent de la République à la disposition et de ces terroristes et de vos délégués pour qu'ils soient à l'aise dans un hôtel de luxe, qu'on continue à se pavader dans ces hôtels pendant que la population est en train de mourir. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec la mouvance présidentielle. Quelle leçon cette mouvance donne à la population qui a tendance de prendre les armes? Oui, prenez les armes, nous allons négocier, on va vous distribuer des grades comme on les fait d'habitude, ou on va ouvrir le gouvernement pour que vous veniez prendre place comme des ministres. C'est ça la leçon que le gouvernement donne. Pourquoi nous avions dit nous ne pouvons pas participer aux concertations de Kampala. Oui, mais quand vous remarquez que cette reprise de violence, cette recrudescence de la violence apparaît au moment où il y a quand même ces nouvelles troupes onusiennes qui ont quand même mandat pour barrer la route à quiconque tente de perturber la paix. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Partons d'abord de la MONUSCO.
vous avez vu l'ambassadeur Roger Nice arriver à la fin de sa mission, et il est parti sous la pointe des pieds, vous le savez très bien, parce que il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire normalement. On doit quand même se poser des questions. La plus grande mission onusienne à travers le monde, c'est en République démocratique du Congo. Elle est stagnante. Ça, c'est un. Et deux. Depuis 2001, Joseph Kabila a pris le pouvoir jusqu'en 2013, 12 ans. N'est-il pas capable de former une armée républicaine, apolitique, aguerrie? C'est ça la grande question. 12 ans durant, nous sommes incapables de mettre dehors les groupes armés, qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas organisés. Est-il fier de lui, M. Kabila? Ça, ce sont des grandes questions, des questions sur lesquelles nous devons discuter, dialoguer, et pas se concerter. Je voudrais, M. Makila, que ces concertations aient lieu, ou que ces dialogues aient lieu, ce dialogue ait lieu, mais partons de votre expérience, vous qui êtes quand même passé par Kampala, passé par Kigali, de par votre passé de combattant, vous qui avez quand même exercé les charges de l'État, vous qui avez rencontré telle personnalité politique en vue et assez active sur la scène politique, de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme expertise ou comme quelque chose à mettre sur la table pour dire qu'avec ceci et cela, il est aujourd'hui possible que le Congo s'en sorte et qu'il redevienne, comme on dit, un pays normal? Oui, moi je crois que, sincèrement parlant, si nous mettons sur pied un dialogue sincère et franc, comme je venais de le dire tout à l'heure, et que la participation est exclusive, ok, sans qu'on puisse exclure qui que ce soit, nous allons certainement arriver à une véritable cohésion nationale. Ce qui nous manque ici, c'est que les objectifs de Sun City n'ont pas été atteints. Qu'est-ce que Sun City avait préconisé? La réconciliation nationale. Et avant d'y arriver, il faut une certaine séance de vérité. Il faut que les gens se disent des vérités entre eux. Il y a eu beaucoup de blessés. Vous allez partir à Kisangani, dire qu'aujourd'hui nous sommes Congolais, nous parlons entre nous, pendant que les Ougandais et les Rwandais se sont battus dans cette ville et qu'il y a eu beaucoup de morts. Il faut qu'il y ait une commission de réconciliation vérité. À partir du moment où le peuple congolais ne va jamais se réconcilier avec lui-même, il y aura toujours des problèmes, et de sérieux problèmes. C'était le discours de la conférence nationale, ça. Non, ça c'est le constat parce que vous m'avez posé la question. Il faut partir d'abord de la réconciliation nationale. Il y a eu beaucoup de blessures entre nous les Congolais. Deuxièmement, nous devons prendre conscience, savoir que nous n'avons que ce pays comme dénominateur commun. On peut avoir des idées différentes, mais nous avons comme dénominateur commun la République démocratique du Congo, que nous devons protéger, parce que la balkanisation est à nos portes. Je voudrais peut-être, pour terminer avec vous, poser encore une autre question, qui est celle de savoir à quelles conditions vous irez à ces concertations ou à ce dialogue. Nous avons dit ceci, tout simplement qu'on change de terminologie, qu'on nous convoque pour un dialogue politique, comme ça a été dit dans la résolution 2098, dans le point, je crois, 14B. Et dans cette même résolution, ça a été dit que nous devons avoir ce dialogue sous les auspices de l'envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, en donnant son rapport devant le Conseil de sécurité, là, c'est bien dit, en disant, écoutez, il faut qu'il y ait un dialogue politique. Donc, s'il y a le dialogue politique, nous y allons. S'il y a un comité préparatoire pour pouvoir nous établir le règlement intérieur de ce dialogue que nous allons approuver pendant la plénière,
Nous y allons, il n'y a pas de problème. Et qui verrez-vous autour de la table si on peut schématiser les choses? Personne. Je ne pense à personne. Autour de la table. Les Congolais. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont dans le gouvernement. Peu importe qu'ils soient Congolais. Voilà. Qu'ils soient Congolais et conscients de l'être. Et puis, nous devons avoir des témoins. Parce que là, cet accord a été signé en présence de 11 chefs d'État et 4 grandes organisations internationales. Donc, nous ne devons pas faire des choses comme si nous étions seuls sur cette terre, sur cette planète. Non. L'accord dont on parle et les résolutions issues de cet accord, l'accord a été signé par 11 chefs d'État. Donc, nous devons avoir ne serait-ce qu'un seul comme témoin, parce que très souvent, si nous violons notre propre constitution, le plus fort, nous allons violer tout ce qu'il y a comme consensus ou compromis politique. Mais peut-être aussi en faire une affaire congolo-congolaise. Mais c'est ça. Jusque-là, on ne parle pas de médiateurs. On parle de témoins. Nous devons discuter entre nous. Mais qui est des témoins? Ceux-là qui ont signé. Nous ne pouvons pas prendre un Rwandais pour être témoin, ou un Ougandais, parce que ce sont des agresseurs. Et le président Sassou Nguesso, qui fait office de président de la conférence internationale sur les Grands Lacs, peut être toi, parce qu'il est à côté. Voilà. Monsieur Makila, je rappelle que vous êtes député membre de l'opposition, président d'un groupe parlementaire de l'opposition et président de parti politique. L'ATD, l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement. Pourquoi vous ne voulez pas citer le nom de mon parti? Bon, Alliance des travaillistes congolais pour le développement, si vous le voulez bien. C'est avec vous que nous avons fait ce programme entre guillemets de ce dimanche 14 juillet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Monsieur Makila a parlé, vous l'avez suivi, c'est à vous qui revient peut-être de commenter, d'analyser ou d'en tirer ce que vous pensez devoir en tirer. Encore une fois, Monsieur Makila, je vous dis merci beaucoup. À vous, mesdames, messieurs, à dimanche prochain, bonsoir.